Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir le contexte d'utilisation d'Elasticsearch. Ici, je vais vous présenter les problèmes auxquels les moteurs de recherche font face dans leur globalité et vous présenter également l'approche que Elasticsearch met sur la table. Pour ce faire, j'ai choisi de vous présenter un cas d'utilisation. Imaginez vous avez un site qui héberge des blogs et que vous souhaitez mettre en place des fonctionnalités de recherche via des mots spécifiques là-dessus, via des mots-clés. Les moteurs de recherche sont ceux-là qui vous permettront de faire ce genre de choses. En plus de cela, ils vous permettront de vous fournir des recherches qui seront beaucoup plus rapides, qui vous renverront des résultats pertinents. Et en plus de cela, mettre en place des recherches partielles là-dessus. On verra un peu plus en détail ces trois points forts dans la suite de la présentation. Ce qu'il faut savoir sur un serveur de recherche comme Elasticsearch, c'est qu'il est basé sur un moteur de recherche qui est open source, qui est Apache Lucene. En gros, ce que Elasticsearch fait, c'est ni plus ni moins que d'étendre les fonctionnalités de son moteur de recherche. En plus de cela, Elasticsearch va rajouter des fonctionnalités qui lui sont spécifiques. Par exemple, la mise en cache pour la réutilisation de requêtes et des requêtes beaucoup plus rapides. Ou alors l'analyse pour tout ce qui est fonction de statistiques. Ou bien, par exemple, savoir quel est le mot-clé qui a été le plus populaire dans les dernières recherches, ce genre de choses. On va se focaliser maintenant sur les points forts de la recherche sur Elasticsearch. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait déjà la rapidité avec laquelle les résultats sont renvoyés. On arrive à atteindre ce niveau de performance via le mécanisme d'indexation. En effet, sur Elasticsearch, les données sont indexées par défaut. Ça signifie que dès le départ, à chaque fois que vous rajoutez des données dans votre serveur, directement, elles sont indexées, vous n'avez rien à faire. Un index, c'est une structure de données que vous créez en même temps que vous rajoutez vos données de recherche. Ça vous permettra d'avoir des recherches beaucoup plus rapides. En effet, vous pouvez faire l'analogie, par exemple, lorsque vous partez chercher un document dans une bibliothèque. Il est plus facile de chercher un document lorsque la bibliothèque est déjà triée, par exemple par niveau, salle, étagère, numéro de livre, que d'aller dans une bibliothèque où rien n'est trié. Là, vous auriez besoin de mettre en place une recherche séquentielle, c'est-à-dire parcourir tous les livres d'une bibliothèque. C'est le même principe. Il existe plusieurs mécanismes d'indexation. Sur Elasticsearch, le mécanisme qui a été choisi, c'est un mécanisme d'index inversé. Ça signifie quoi? Ça signifie que Elasticsearch, ce qu'il va faire, c'est que à chaque fois que vous allez rajouter un document, il va prendre tous les mots-clés de ce document-là et mettre à jour une liste qui va garder la liste des documents auxquels ce mot-clé appartient. Par exemple, sur le schéma que vous avez ici, sur la partie de gauche, on a les données dans notre serveur de recherche Elasticsearch. On a la colonne de droite, élection, qui a l'ID 1, le document avec l'ID 2 a le mot-clé PIS, ainsi de suite. Le document avec l'ID 3 a les mots-clés élection et PIS. ID 4, mot-clé PIS. Ce qui se passe, c'est que dans l'index qui va en résulter, c'est que sur la partie mot-clé, on aura le mot-clé élection et derrière, on va mettre la liste des documents dans lesquels ce mot-là existe. Ça signifie qu'à chaque fois que vous allez faire une recherche par mot-clé, par exemple, vous arrivez, vous dites, je veux le document qui contient le mot-clé PIS. Au lieu de parcourir toute la base de données, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller directement sur l'index, il va chercher où se trouve le mot PIS et là, il aura directement la liste des documents qui font référence à ce mot-clé-là. Vous aurez donc une recherche beaucoup plus rapide. Ensuite, je vous ai dit que Elasticsearch vous permettait d'avoir des résultats pertinents. Quel que soit le serveur de recherche que vous avez, on s'attend toujours à avoir des résultats qui correspondent plus ou moins à nos critères de recherche, à ce qu'on a demandé. En d'autres termes, il sera question d'avoir des résultats qui seront triés du document le plus pertinent au document le moins pertinent. Par exemple, si on voit l'image qui est juste à côté, ici on peut imaginer que ces deux paragraphes-là représentent deux documents et qu'on a fait la recherche via le mot-clé élection au sens politique du terme. On voit bien que dans le document d'en dessous, le mot-clé y est référencé une seule fois. Et quand on lit ce qui est mentionné, ça n'a rien à voir avec le document qu'on essaie de rechercher. Alors que celui qui est tout en haut fait vraiment référence aux élections sur le plan politique. Et c'est un peu logique. C'est lié au fait que le document qui a été classé au-dessus fait référence au mot-clé élection plusieurs fois, plus de fois. Par exemple, là on a le mot-clé élection qui apparaît 3 fois. Dans le document qui est tout en dessous, le mot-clé y est référencé une seule fois. Pour faire ça, Elasticsearch, ce qu'il fait, c'est qu'il définit un score de pertinence. Le score de pertinence peut être défini comme un numéro qui est attribué à chaque document correspondant à vos critères de recherche et traduisant dans quelle mesure le document est pertinent ou pas. Elasticsearch va utiliser des algorithmes qui lui sont intégrés. L'algorithme par défaut est le TF-IDF. TF pour Term Frequency, qui fait référence au nombre de fois qu'un mot-clé apparaît dans un document. Ça signifie que plus un document contient le mot-clé de recherche, plus il sera considéré comme pertinent, plus il aura un score élevé.
Ensuite, on a la deuxième partie de l'algorithme qui est IDF, pour Inverse Document Frequency. Ça signifie que moins le mot-clé n'apparaît dans les autres documents, plus le document qui le contient aura un score élevé. Et c'est un peu logique. En gros, ça voudrait dire que si vous faites une requête, par exemple, avec le mot-clé élection sur votre serveur de recherche, si Elasticsearch trouve un document qui contient votre mot-clé et se rend compte que ce mot-clé-là n'existe pas dans les autres documents, il va donc en déduire que le document qu'il a trouvé est pertinent. C'est un peu logique. Ça voudrait dire que s'il trouve un document qui contient votre mot-clé et que tous les autres documents aussi le contiennent, ça voudrait dire que ce mot-clé-là n'est pas tellement spécifique. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que l'algorithme se base sur deux choses. 1. La quantité de fois qu'il retrouve le mot-clé dans un document. Et 2. La rareté avec laquelle ce mot-clé existe dans les deux autres documents. Plus ces deux éléments sont présents, plus le score sera élevé. Je vous avais aussi dit que Elasticsearch vous permettait de mettre en place des recherches partielles. Le but ici est de rendre les recherches beaucoup plus intuitives et aller au-delà des informations qui sont fournies par l'utilisateur. Par exemple, l'utilisateur peut faire une faute de frappe. Le moteur de recherche doit être capable de pouvoir s'en rendre compte et renvoyer les résultats quand même adéquats. On peut faire des recherches via des thèmes dérivés. Ça signifie par exemple que si vous avez un utilisateur qui fait une recherche avec le mot-clé vélo, un autre qui fait une recherche avec le mot-clé cycliste, un autre qui fait une recherche avec le mot-clé cyclisme, les résultats ne doivent pas être trop différents. Il doit être capable de se rendre compte que c'est un peu le même champ lexical. Ensuite, on a la capacité de fournir des suggestions. C'est un peu comme les moteurs de recherche comme Google. Lorsque vous tapez un champ dans la barre de recherche, il est capable de vous suggérer certains mots-clés en fonction des recherches qui ont été tapées, de vos cookies, ce genre de choses. Maintenant, on va s'intéresser à l'environnement d'utilisation d'Elasticsearch. On a 3 cas de base. Elasticsearch peut être intégré dans une solution en tant que seul backend, c'est-à-dire backend principal. Ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, auparavant, les bases de données étaient couplées à Elasticsearch. Parce qu'on se rendait compte qu'on ne pouvait pas utiliser ces moteurs de recherche là tout seul, étant donné qu'ils n'offraient pas des solutions de stockage durables. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser un moteur de recherche NoSQL comme Elasticsearch en tant que base de données. Ce qui est donc conseillé, c'est que lorsque vous avez un nouveau projet, de partir sur une seule base de données, c'est-à-dire Elasticsearch. Ça amène quand même quelques contraintes. C'est que cela n'est vrai que si vous avez besoin d'une base de données dans laquelle il n'y aura pas trop de mise à jour, ce qui peut être problématique. Et le fait d'avoir aussi Elasticsearch comme seul backend a aussi ses inconvénients. C'est que par exemple, vous n'aurez pas la possibilité de gérer des transactions comme dans une base de données relationnelle. Et aussi le modèle de données doit être orienté document, c'est-à-dire sans relation entre les différentes données. Ensuite, on a le moteur de recherche Elasticsearch qui peut être associé à un système existant. Et ça, c'est un peu logique. En général, ce qu'on préconise, c'est que lorsque vous arrivez dans une application qui a déjà une architecture bien mise en place, robuste, qui a fait ses preuves, il est déconseillé de totalement la changer, c'est-à-dire retirer la base de données qui existe déjà pour la remplacer par votre moteur de recherche Elasticsearch. Vous prenez le risque de vous retrouver en train de devoir restaurer votre système et d'avoir à reprendre tout de zéro. L'avantage d'avoir une base de données qui est utilisée de façon conjointe avec Elasticsearch, c'est ce que je disais précédemment, c'est la possibilité de gérer des modèles de données beaucoup plus complexes, c'est-à-dire avec des relations entre les données. Et c'est là où les bases relationnelles sont excellentes parce qu'elles vous permettent de faire des jointures, ce genre de choses, ce qui n'est pas possible, du moins pour le moment avec les versions actuelles d'Elasticsearch. Ça peut aussi être nécessaire lorsque vous mettez en place des applications qui ont forcément besoin d'une gestion des transactions. Très souvent, on doit mettre en place des opérations sensibles qui auront besoin de gérer des systèmes de rollback. Dans des cas pareils, vous avez forcément besoin de pouvoir gérer des transactions au niveau de votre base de données. Donc, vous avez tout intérêt à utiliser votre moteur de recherche avec une base de données relationnelle. Le troisième cas d'utilisation, c'est lorsque Elasticsearch est utilisé comme solution clé en main. Je vous ai dit tout à l'heure que le serveur de recherche était basé sur un moteur qui était open source, Apache Lucene. Ça signifie qu'il existe pléthore d'applications sur le marché qui permettent de s'intégrer facilement avec Elasticsearch. On a par exemple la stack ELK qui a été développée par la même entreprise, Elasticsearch BV, qui signifie Elastic pour E, Logstash pour L et K pour Kibana. En gros, par exemple, aujourd'hui, Elasticsearch est massivement utilisé pour la journalisation de logs applicatifs. Cette stack-là vous permettra par exemple de mettre en place votre Elasticsearch sans avoir à développer une seule ligne de code. Avec un Kibana qui vous permettra de traiter les logs via une interface virtuelle, graphique. Et Logstash, lui, vous permettra de prendre les logs qui ont été générés et les envoyer directement à votre système Elasticsearch. Vous voyez que votre solution s'intègre de façon fluide sans que vous n'ayez quelque chose à développer. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. Dans la prochaine, on va voir un peu plus en détail
l'installation d'Elasticsearch sur un système comme Unix. Merci et à bientôt.